Je vous envoie mes meilleures pensées pour une journée remplie de joie, une journée remplie de rire, une journée remplie de plus beaux souvenirs. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission dénommée Bonjour le Faso. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver en tout cas ce matin pour ce nouveau numéro. Tout de suite et maintenant, plantons le décor de cette belle émission. Dans la rubrique à la découverte de cette semaine, nous sommes installés à Ouagadougou et nous poursuivons justement avec cette découverte du parc urbain à Banglougo, installé même ici à Ouagadougou. Et pour la revue de presse, nous allons recevoir d'ici là Eladj Amadi Adamassoro, car oui, nous voulons être informés et c'est tout à fait normal. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons ce matin Moumouni Koudougou. On l'appelle affectueusement Mouni Mouni entre différents pour parler de la brigade La Balle ainsi que du port du casque. Mouni Mouni est le président de l'association Zéro Goutte de Sang. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, le décor est très bien planté. Installez-vous confortablement. On se retrouve juste après cette transition pour la rubrique à la découverte. Eh bien, connaissez-vous la forêt du savoir? Mais oui, Banglougo Amoré qui signifie la forêt du savoir en français. Cette semaine, nous restons à Ouagadougou pour vous présenter le parc urbain Banglougo. Situé donc au cœur de la ville de Ouagadougou, le parc urbain Banglougo s'étend sur une superficie de plus de 240 hectares. Cette forêt classée est logée au cœur de la ville de Ouagadougou comme un poumon vert de la ville. On va écouter des témoignages et on revient pour la suite de l'émission. Il faut dire que l'histoire du parc urbain Banglougo remonte à la colonisation. Jadis, cet espace était la propriété du Mongo Naba. Et quand le colon est arrivé, il a voulu créer un climat similaire à celui de Paris, qui possédait à l'intérieur une forêt qu'on appelle bois de Boulogne. Donc ils ont créé un centre de refuge en 1919, et là où ils profitaient faire le sport et les activités récréatives, la chasse et autres à l'intérieur quand même de la ville de Ouagadougou. Et en 1936, la forêt a connu le classement. C'est la période où le colon a classé un certain nombre de forêts, dont la forêt classée du barrage. Et en 1936, la forêt a été classée comme forêt classée et a pris le nom la forêt classée du barrage. Et après la décolonisation, l'administration forestière a pris la gestion de la forêt et la forêt a fait l'objet de dégradation avancée. C'était aussi un nid de bandits. Et comme c'était dans un centre urbain, on sentait la pression du fait que le politique avait quand même des intentions de changer la destination de la forêt. D'ailleurs, une partie de la forêt classée du barrage a été coupée et contribué au capital de l'hôtel Silimandé. Donc le triangle où l'hôtel Silimandé se trouve actuellement faisait partie de la forêt classée du barrage. Donc le service forestier, sentant le danger venir, ils ont dit bon, comme c'est un nid de bandits et que c'est au cœur de la ville, il faut l'aménager, valoriser. Comme ça, la présence humaine va dissuader quand même l'utilisation malveillante de cette forêt. C'est en tout cas dans ce sens qu'en 1997, le ministère a aménagé la partie nord de la forêt classée du barrage qui fait 240 hectares sous forme de parc urbain, en mettant en place des infrastructures urbanistiques telles que les pistes, les routes, les restaurants, l'administration, les guérites et autres. Donc, en 1997, le ministère a aménagé la partie nord sous forme de parc urbain. Et en faveur de la décentralisation, le ministère a mûri encore la réflexion et le ministère a pensé que une forêt qui se trouve au cœur de la ville, c'est bien que la gestion soit au gestionnaire de la ville, évidemment, parce qu'il y a des questions telles que la gestion des déchets, il y a d'autres aspects qui relèvent des prérogatives de la commune. Donc,
il était bien que la forêt, qui est au cœur de la ville de Ouagadougou, que sa gestion revienne effectivement au niveau de la commune. Et c'est dans ce cadre qu'en 2001, il y a eu une convention entre le ministère de l'Environnement et la commune de Ouagadougou qui donnait effectivement la gestion du parc urbain Bangoyogo à la commune. Jusqu'à ce jour, c'est la commune qui gère. Et c'est le maire Simon Compaoré qui a baptisé cet espace qui a été rétrocédé et ce qui a été mis en gestion au niveau de la commune de Ouagadougou, Bangoyogo, qui veut dire en langue morée la forêt où on acquiert en tout cas le savoir, là où il faut venir acquérir le savoir. Donc voilà en gros l'histoire du parc urbain Bangoyogo pour dire que dès la genèse, c'était vraiment une entité qui relevait du Mongo Nava. Et d'ailleurs, ce volet est suffisamment pris en compte. Et actuellement, il y a toujours des rites sacrificiels et des hôtels sacrificiels qui se trouvent à l'intérieur du parc. Donc le parc urbain Bangoyogo, c'est un site sacré. Et on a des crocodiles qui sont sacrés et on a également des pitons qui sont des pitons sacrés à l'intérieur du parc urbain Bangoyogo. Il faut dire que le parc urbain Bangoyogo est fréquentable parce que la question sécuritaire est prise suffisamment en compte au niveau national. Les autorités au niveau national ont un œil très bien regardant sur le parc urbain Bangoyogo, mais pas que ça, au niveau local et même au niveau de l'administration du parc, des mesures sont prises pour que les visiteurs puissent venir effectivement au parc urbain Bangoyogo, profiter de ce que le parc urbain Bangoyogo offre et repartir en toute quiétude. Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, nous sommes de retour sur ce plateau. Et là, Amadé Soro est bien installé et on se retrouve juste après cette transition pour la rubrique. Eladja Amadé Adama Soro est bien installé sur ce plateau avec une très belle tenue. Eladja, bonjour et bienvenue. Bonjour Mireille, bonjour à toutes et à tous. Et cette belle journée, est-ce que ça Je pense qu'elle a bien commencé, d'autant plus qu'il a plu. Donc dans la nuit, je pense que ça va. Surtout joliment habillé. Hein. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui est à la une des quotidiens? Alors nous avons naturellement une brochette des titres de la presse burkinabé. Nous commençons par le journal Le Quotidien. À la une du journal Le Quotidien, Burkina Faso, la coordinatrice résidente de l'ONU au Burkina déclarée persona non grata. Décès de Alino Faso, la dépouille de retour sur la terre de ses ancêtres. Des Burkinabés réclament justice. Média, Yacouba Traoré repose désormais au cimetière municipal de Gonguin. Chan 2024, des journalistes décortiquent les raisons d'un énième échec. À la suite du journal Le Quotidien, place au journal Le Pays, à la une donc du journal Le Pays, inhumation de Yacouba Traoré, témoignage sur fond de désolation au cimetière de Gonguin, accueil de la dépouille mortelle d'Alino Faso. La mobilisation était au rendez-vous. Journée mondiale des hépatites virales au Burkina, de la nécessité de briser les barrières pour sauver des vies. Histoire énigmatique, les sorciers de l'ombre, démantèlement d'un site illégal de recyclage d'huile de vidange en gazole. La CNLF frappe encore Actu Sport, Coupe du Monde 2026, privé de matchs à domicile. Le Mali va jouer au Maroc. Système des Nations Unies au Burkina, la coordinatrice résidente déclarée persona non grata.
Révélation, divulgation des animaux à Ouaga, 7000 têtes saisies et mises en fourrière, bâtiments inachevés et ou abandonnés à Ouaga, une campagne spéciale de contrôle lancée du 1er septembre au 15 octobre 2025. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso à la une de l'Express du Faso, arrivé de la dépouille d'Alino au Burkina, de vives émotions hier à l'aéroport de Ouagadougou. Rapport de l'ONU jugé mensonger, le gouvernement fout à la porte la coordinatrice résidente. Autant le dire jusqu'à quand ces gros camions continueront d'encombrer la circulation à Bobo. Développement des Bobos, les jeunes s'engagent dans l'ordre et la discipline. Investissement dans la vallée de Samandini, les P10 se veut doter d'un plan triennal. Lutte contre la fraude, un site clandestin de recyclage et de vidange en gazole démantelé. Région des Tanuya, les bacheliers en immersion ont mis en tête 2700 plans. Place à présent au journal Aujourd'hui au Faso, à la une d'Aujourd'hui au Faso, retour de la dépouille d'Alino Faso. Après des obsèques dignes et honorables, place à la justice. Habitat, opération de contrôle de bâtiments inachevés et abandonnés à Ouaga. Économie, le Burkina affiche un excédent commercial de 15,9 milliards en 2024. Système des Nations Unies au Burkina, la coordonnatrice résidente indésirable après le rapport sur les enfants et le conflit armé au Burkina Faso, les griefs reprochés à la désormais proscrite de l'ONU. Lutte contre la fraude, la CNLF donc tape dans un site illégal de recyclage d'huile de vidange. Avancement de classe des agents publics, c'est parti pour le traitement des dossiers news du jour. L'hommage du ministre Gilbert à Yacouba Traoré, 7000 têtes d'animaux en divulgation mises en fourrière. Nous poursuivons avec la revue de la presse de ce jour. Nous avons à présent devant nous le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Observateur, système des Nations Unies au Burkina, la coordonnatrice résidente déclarée persona non grata, arrivée depuis mortel à Alino Faso, le retour d'un héros parti simple mortel, il revient en martyr, décès Yacouba Traoré. Le PM salue une figure majeure du journalisme burkinabé. Police nationale, les DG au front, auprès des unités combattantes, bâtiments inachevés ou abandonnés de Ouaga. Propriétaire, signalez-vous. Maladie virale, 2 semaines de croisade contre l'hépatite. Un service routier à Koudougou. 69 indélicats gouttes aux travaux d'intérêt général. Nous terminons avec le journal Sidouaya. À la une de Sidouaya, carnet santé, la position assise prolongée, un danger silencieux pour la santé. Inhumation de Yacouba Traoré, l'illustre journaliste et écrivain repose au cimetière des Gonguin. Trait de plume, l'incertitude. Décès de Alain Christophe Traoré, la dépouille est arrivée à Ouagadougou. Coopération Burkina Faso Pays-Bas, fin d'émission de l'ambassadeur Esther Lofen. Système des Nations Unies, la coordonnatrice résidente Carole Flore Simerezniak, déclarée persona non grata au Burkina. Production des passeports AES, le ministre Mahamoudou Sana s'assure de l'efficacité de la production. Merci bien, Eladj Amadé Adamassoro pour ces différentes unes. Nous allons revenir sur quelques sujets d'actualité. Premier sujet, arrivée de la dépouille de Alino Faso hier à l'aéroport international de la ville de Ouagadougou. Absolument, Mireille, il faut donc dire que c'est avec émotion qu'on revoit les images tristes, désolantes, hier à l'aéroport de Ouagadougou. Et lorsqu'on regarde la qualité, le statut donc de ce qui était là, cela donne un signal sur l'immense statut
de notre disparu Alino Faso, il n'y avait pas moins de 3 ministres. J'ai pu compter donc le ministre de la Sécurité, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'administration territoriale, ainsi que donc le directeur de cabinet du Premier ministre, sans compter bien sûr les amis, la famille, les connaissances d'Alino Faso, qui, comme vous le savez, a perdu la vie en Côte d'Ivoire dans des circonstances encore non élucidées. Et nous essayons donc de contenir effectivement toutes ces émotions. Ce n'est pas simple. Celui qui s'est battu pour les démunis, qui s'est battu pour que la justice soit la chose la mieux partagée, pour que ceux qui n'ont pas assez de soutien puissent l'avoir. On se souvient très bien de l'initiative SOS Guibo, qui avait donc permis de briser, effectivement, Guibo était une ville pratiquement isolée. Il fallait donc, je pense que c'est en septembre, au moment de l'accession au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, avec Raissa Compaoré, si j'ai bonne mémoire. Elle était même là hier à l'aéroport. Et bien d'autres personnes, d'autres bonnes volontés qui ont vraiment contribué énormément à lever ce blocus-là sur le Guibo. Et ce n'est pas seulement c'est l'exemple, hein. C'était quelqu'un aussi qui est connu pour ses actions philanthropiques et altruistes, sans oublier bien sûr son métier qui est celui donc de maître de cérémonie, un homme donc de showbiz, un homme de médias. Et on attend donc, comme l'a dit un confrère ici, après les obsèques dignes et honorables, on attend bien sûr la justice pour que les Burkinabés dans leur ensemble puissent être édifiés, situés par rapport aux circonstances réelles de son décès. Comme j'ai eu à le dire sur un autre plateau, si c'est une bavure, il faut le reconnaître comme tel. Si c'est un interrogatoire qui a mal tourné, il faut aussi le reconnaître comme tel. De toute façon, le mal est déjà fait. Il faut maintenant passer à une autre étape, celle d'abord de clarifier les circonstances de la disparition et de voir maintenant comment se réparer cela. Voilà, parce qu'entre États, entre nations, il y a souvent des bisbilles, mais quand ça arrive, qu'on puisse de façon donc responsable, diplomatique, surtout qu'entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il y a quand même des liens étroits, des liens solides, des liens historiques sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan géographique et même sur le plan politique, même si actuellement il y a une brouille entre Abidjan et Ouagadougou, mais cela ne doit pas nous faire oublier donc la continuité de destin donc, qui lie en fait les deux pays. Donc je pense que les autorités vont s'atteler par la suite à éclairer l'opinion publique sur la suite donc, qui sera réservée à cette affaire donc, de disparition de notre compatriote Alain Christophe Traoré. Exactement, Eladj Amadi Adama et nous poursuivons. Deuxième sujet, la représentante résidente des Nations Unies a été déclarée persona non grata. Absolument. Bon, par rapport à cette question, souvent on est quand même étonné de la persistance voilà, de certains agents onusiens, de s'écarter aussi même de la doctrine même de leur mission. Vous ne pouvez pas être dans un pays qui assure votre sécurité, qui fait tout pour que votre séjour à la fois personnel et professionnel se passe dans les conditions les plus optimales et que vous vous permettez certains écarts. Voilà. D'autant plus que ce n'est pas la première fois. Je me souviens en décembre 2022, avec Barbara Manzi, ça s'est passé comme ça. Et pour elle-même, c'était pire, puisque d'après les informations, elle pouvait prendre son véhicule, quitter Ouagadougou, aller à Guibo, rencontrer ce qu'elle va rencontrer, et puis revenir, sans même informer les autorités. Alors que s'il y a un problème de sécurité, c'est le pays hôte qui sera accusé, etc. Donc, il y a ce mépris, effectivement, qui ne dit pas son nom. Et je pense que le communiqué du gouvernement, lu par le ministre permanent Gilbert Ouedraogo, est suffisamment clair sur le mépris
hein, donc de ces personnes-là qu'on envoie dans des pays pour travailler à rapprocher en fait les peuples, pour travailler à implémenter les propositions, à implémenter en fait les objectifs de l'ONU. Puisque quand on parle de l'ONU, ce n'est pas pour un pays, ce n'est pas pour les pays, ce n'est pas pour les grandes puissances, c'est pour toutes les nations qui sont membres de l'ONU. Donc quand le système des Nations Unies effectivement est dans un pays, son travail c'est de coordonner les activités menées par toutes les agences. Donc il n'appartient pas à ces fonctionnaires-là de pouvoir s'adonner à des activités qui s'écartent, n'est-ce pas, de sa mission principale. Donc par rapport à la dame là, Carole Flore Semerezniak, voilà, qui est d'origine mauricienne, je pense, elle s'est écartée effectivement de sa mission, puisque selon les textes, tout rapport qui doit être écrit concernant le pays doit d'abord faire l'objet d'une concertation avec les autorités. Parce qu'il peut y avoir un manque d'informations et le pays en question peut effectivement apporter ce complément d'information. Et puis avoir également une mauvaise appréciation. Parce que vous ne pouvez pas être assis dans votre bureau et puis produire des rapports. Souvent c'est des rapports unilatéraux. Quelle est votre source? Et comme l'a dit le ministre, normalement quand on publie un rapport de ces gens, il doit avoir des annexes. Vous dites voilà, nous avons rencontré telle personne, tel jour, telle date, tel endroit, et voilà ce que la personne dit. Il va y avoir une autre version. Recouper maintenant les informations avant de pouvoir balancer ça. Mais si on est là, on est assis, et comme ça, voilà, on balance ça au Conseil de sécurité devant le monde entier. Donc ça veut dire que l'intention est malsaine. Voilà, et je pense que la réaction du gouvernement est tout à fait normale, puisque ça rentre dans le cadre, n'est-ce pas, de ses prérogatives. Je pense que ici, il faut que les grandes puissances, parce que quand on dit l'ONU c'est pas une entité extraterrestre. Donc ce sont des nations qui composent effectivement l'ONU. Et toutes les nations se valent au niveau de l'ONU. C'est vrai qu'au niveau du Conseil de sécurité, il y a 5 pays, 10 pays membres permanents qui ont le droit de veto, qui, par exemple, si le Conseil de sécurité adopte une résolution qui ne plaît pas à un pays, alors il lève le veto et puis voilà, cette résolution ne sera pas exécutée. Donc, cette même organisation qui promeut la démocratie, qui promeut les droits de l'homme, qui promeut la bonne gouvernance, a même besoin d'instaurer la démocratie même au sein même de ces différents organes-là. Vous savez, depuis très longtemps, il y a des appels qui sont lancés pour qu'il puisse y avoir un siège permanent pour des grands pays. Puisque la configuration actuelle de l'ONU, c'est celle qui survient après la Deuxième Guerre mondiale. C'est en fait les pays vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont ces pays qui se sont arrogés le droit de veto. Voilà, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et la Chine. C'est vrai que pour la Chine, là, c'est pas la suite, puisque le siège, le veto, c'était pour Taïwan. C'est quand les États-Unis voulaient amorcer un rapprochement avec Pékin que cet accord-là a été donc trouvé. Et nous avons vu des pays maintenant qui sont émergents, qui sont puissants et qui n'ont pas le droit de veto. Vous prenez des pays comme le Japon, des pays comme l'Allemagne, et même voilà, l'Inde, tu vois, le Brésil, etc. Et même l'Afrique, tout un continent n'a pas un droit de veto, n'a pas un siège permanent. Donc ce sont des injustices qu'il faut corriger. Paix à son âme, Kofi Annan avait aussi essayé d'amorcer effectivement ces réformes-là, mais ça n'a pas abouti. Donc si on est d'accord que ces instances-là, que ces agences travaillent à rapprocher les peuples, travaillent à donc réaliser les grands objectifs du millénaire, comme on le dit, on doit aussi savoir que ce ne sont pas tous les agents qui sont donc qui sont blancs comme neige. Il y a des agents qui ont peut-être des agendas cachés, etc. Et c'est au pays donc d'être vigilant, parce qu'un rapport mensonger comme ce qui a été fait, qui est publié contre un pays, peut avoir des répercussions. Peut avoir des répercussions diplomatiques, peut avoir des répercussions même politiques et économiques, etc. Si par exemple on dit que le Burkina Faso est un pays qui ne respecte pas les droits des enfants, bon, cela peut
amener des structures, des organisations internationales qui travaillent pour, ou bien des multinationales ou en tout cas des investisseurs qui s'appellent les amener à ne pas fréquenter ce pays. Donc, ce n'est pas fait de façon, comment on appelle ça, innocente. C'est fait à dessein pour décourager la dynamique actuelle qui est donc enclenchée. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, cette trajectoire prise par les trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, c'est une trajectoire qui ne plaît pas effectivement aux grandes puissances parce que elles ne peuvent plus, voilà, imposer les dictats donc, à ces pays. Donc, il faut tout faire pour brouiller les cartes, pour brouiller les pistes et faire en sorte que ces pays-là puissent regretter leur trajectoire. Mais je pense que une telle réaction va finalement les contraindre à prendre cela en compte dans leur prochaine sortie. Bien sûr. Merci bien, Eladja Amadi Adamasoro. C'est tout pour aujourd'hui. On sait que vous êtes attendu à la radio pour l'émission Benexonré avec Eladja Soumaïla Rabou, que je salue au passage. Absolument. Merci pour le travail. L'infatigable à vous. Exactement. Merci en tout cas pour le travail que vous abattez pour ce grand média. C'est tout pour aujourd'hui. Nous allons accompagner Eladja Amadi Adamasoro. La société IP+ vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit.
Chacun son problème. Tu as vu ça? Les gens qui roulent mal seulement. Ça va pas chez toi? Oh! Tu connais pas circuler? Calme-toi là, c'est quoi? Mais calmez comment? Regarde comment tu m'as coupé la route. C'est comme ça on roule? Ah bon? Vous êtes sur vos grosses motos, vous roulez au hasard. C'est quoi tu vas me dire? Oui, bien sûr. Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Attends seulement. Ah quoi? Attends, tu vas voir. Mais je suis là. Allô, commissaire? Oui, allô? Il y a une vieille femme qui vient de me cogner tout de suite. Avec sa vieille caisse là. Oh là là, c'est pas grave. C'est pour ça que je t'avais dit de me payer une voiture. Tu as vu? Et en plus de ça, elle veut me frapper. Oui. Faut vite venir, hein. Faut vite venir. Tu es où? Je suis à l'espace Mobrado. Faut vite venir. D'accord, j'arrive. Ouais. Oui, j'arrive. Je connais là-bas. Ok, il y a tout à l'heure. Tu vas voir. On va à Espace Mobrado. Voilà, démarre. Attends. Ma femme qui m'appelle à cette heure-là, c'est quoi? Allô chérie? Oui, allô. Tu sais, je viens de cogner une fille là, mais elle est folle celle-là. Elle a commencé à me menacer, hein? Ah, c'est où? C'est vers l'école des enfants là. Si tu peux venir s'il te plaît, quoi, parce que celle-là, là, c'est pas la peine, quoi. Ah non, moi je ne suis pas à côté. Voilà, il y a eu une mission où je suis allé là-bas rapidement comme ça. Non, je vais envoyer des éléments pour le constat et puis un véhicule pour que tu ailles chercher les enfants. Voilà. Oh, franchement, s'il te plaît, viens à mon secours parce que celle-là, là, moi, je la crains. Hein. Une petite folle comme ça. Moi, je ne suis pas là. Allez, voilà, on va faire comme ça. Merci. Ah. Ramène-moi rapidement au bureau. Changement de direction. Pars plus à Espace Mobrado. On fonce. Savan FM radio kanbaga o denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen sali somɛ kuma kanbali ɲɛfɛ lamini gigima mansin kunna an bɛ foli bila ka Savan FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Eh bien, nous sommes de retour sur ce plateau. Notre invité est bien installé. On se retrouve juste après cette transition pour la rubrique invité. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons Moumouni Koudougou. On l'appelle affectueusement Mouni Mouni. Il est le président de l'association Zéro Goutte de Sang sur la route. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci à Savan TV pour l'invitation. Je vous en prie. Pourquoi on vous appelle Mouni Mouni? C'est une longue histoire. Il faut dire que dans notre famille, on avait une aide ménagère qui s'appelait Monique. Donc, il arrivait des fois qu'en voulant m'appeler Mouni, voilà, il y a coïncidence entre Monique et Mouni. Donc, ça veut dire que l'aide ménagère pouvait répondre en même temps oui que moi. Donc, il y avait un enfant de 2 ans à peine qui apprenait à parler. Donc l'enfant a décidé d'ajouter Mouni 2 fois pour faire allusion à moi et Monique 1 fois pour faire allusion à l'aide ménagère. Donc bon, quand j'ai grandi, j'ai commencé à écrire. Je voulais un nom assez particulier pour mon nom d'auteur, mon nom de plume. Donc j'ai préféré garder Mouni Mouni. Voilà. Wow. Vous
Vous êtes le président de l'association Zéro Goutte de Sang. Présentez-nous votre association. Alors, il faut dire que l'association Zéro Goutte de Sang sur la route est une association citoyenne à but non lucratif dont le but est de travailler à réduire le nombre des accidents, le nombre de tués et de blessés sur les routes du Burkina Faso. Mais au niveau quand même de notre récépissé, on a 3 principaux objectifs. Le premier objectif, c'est la promotion de la sécurité routière. Le deuxième objectif, c'est la promotion de la citoyenneté responsable. Le troisième objectif, c'est la promotion du civisme. Donc, mais principalement, on est là dans les carrefours, dans les écoles et puis là où il y a des gens seulement pour faire la promotion vraiment de ces 3 comment on appelle ça, valeurs qu'on a citées. Justement, pourquoi vous avez décidé de mener une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière? Alors, je pense que les statistiques sont parlantes. Il faut simplement regarder qu'en moyenne, on enregistre au Burkina Faso 25 000 cas d'accidents de la circulation chaque année, 15 000 blessés chaque année, et 1000 personnes tuées chaque année sur les routes du Burkina Faso. Ce sont des chiffres assez alarmants, ce sont des chiffres vertigineux. Et il faut en tout cas faire quelque chose. On voit déjà que la gendarmerie, la police, l'ONASER, toutes les couches sociales font quelque chose pour éviter les accidents de la circulation. Mais il faut que nous aussi, les jeunes, voilà, en tant que citoyens modèles, en tant que citoyens responsables, actifs, nous aussi on puisse apporter notre contribution. Et c'est pourquoi nous avons décidé dans un premier temps de créer ce qu'on appelle le groupe Facebook Circulation de Ouaga, un groupe qui est fort de plus de 400 000 membres actuellement, et qui alimente, qui est animé vraiment sur les questions de sécurité routière. Et après, maintenant, on a fondé l'association Zéro Goutte de Sang sur la route en 2021. Et c'est cette association maintenant qui coiffe et qui a le lead maintenant de la promotion de la sécurité routière actuellement. Vous l'aviez dit dans une de vos publications, n'attendez pas de casser votre mâchoire en circulation avant de chercher à porter un casque. Oui, c'est vrai. C'est un proverbe africain qui dit qu'il ne faut pas attendre que comment on appelle ça, le benga ou bien les haricots se refroidissent avant de mettre le beurre de karité. C'est ça que j'ai voulu imaginer en dire de ne pas attendre de casser sa figure ou sa mâchoire avant de chercher à porter un casque. Parce que la réalité est la suivante. Nous, on cause beaucoup, on échange beaucoup avec les acteurs de promotion de la sécurité routière, que ce soit la BNSP, la police nationale, la gendarmerie. Ils nous ont dit clairement que, par exemple, pour le cas de la police, ça fait 75 ans que la police existe et ça fait 75 ans que la police fait des constats d'accident. Mais la police n'a jamais vu quelqu'un qui a fait un accident, sa tête a tapé le goudron et c'est le goudron qui s'est cassé. Donc ça veut dire que c'est quoi? Quand quelqu'un fait un accident de la circulation et sa tête tape le goudron, c'est la tête de la personne qui se casse. Et une fois que la tête est cassée, il n'y a pas de solution. C'est pas comme un bras où on va mettre, comment on appelle ça, un plâtre et puis ça va se guérir. Quand c'est une tête, c'est un traumatisme crânien et puis vous pouvez vraiment perdre la vie. C'était ce rappel en fait que j'essayais de faire à travers cette publication. D'accord. On sait qu'au Burkina Faso, les textes obligent les commerçants à vendre les motos avec des casques. Tout vendeur de moto qui refuse de vendre la moto avec un casque s'expose à des sanctions. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Alors, je pense que c'est une loi depuis 2005 qui interdit la vente des motos sans casque. Et en 2024, le gouvernement de la transition, le gouvernement burkinabé a pris les résolutions de renforcer cette loi avec une note qui oblige tous les commerçants à vendre les motos avec les casques. Et je pense que les termes de la loi, c'est de dire que quiconque, en tout cas, contrevient à cette loi-là, doit payer 2 à 25 millions de francs CFA. Et puis peut-être même, il risque de la fermeture de sa boutique. Donc c'est vraiment dire que nous, on applaudit. Et nous, on était de ceux-là même qui exigeaient et qui réclamaient qu'on puisse vraiment obliger les commerçants à vendre les motos avec les casques. Parce qu'il y a certains commerçants qui, en son temps, disaient que si tu achètes ta moto chez nous, nous, on te donne un casque gratuitement. Non, c'est juste de la mauvaise publicité parce que la loi le dit déjà que si vous vendez une moto, vous devez en tout cas accompagner la moto de tous ses accessoires. Et maintenant, actuellement, le message c'est de vraiment inviter tous ceux qui achètent de nouvelles motos, si
vous partez pour acheter une moto et puis on vous refuse de vous revendre le casque, n'hésitez pas, allez simplement dans un commissariat ou bien dans une gendarmerie et puis vous portez plainte. Et Dieu merci, au niveau de Ouagadougou, ici, le commissariat central se trouve à côté du marché. Vous partez pour payer la moto, on refuse de vous donner le casque. Vous partez tout simplement au niveau du commissariat, vous prenez une convocation, vous venez le donner. Je pense que pour un casque de 10 000, le commerçant ne va pas risquer d'aller payer 25 millions d'amende. Bien sûr. Momo Nikodougou, quel constat vous faites sur le terrain à travers vos différentes campagnes de sensibilisation? Alors, le constat qu'on fait sur le terrain, c'est que les gens banalisent les accidents de la circulation routière. Les gens banalisent les morts sur les routes. Prenez un cas, par exemple, quand vous passez en circulation, vous allez être des fois surpris de voir un accident de la circulation. Les gens s'attroupent, pas pour aider forcément la victime, mais juste pour regarder la victime mourir. Et voilà, ça c'est quand même quelque chose d'écœurant. Ils sont là à arrêter, vous vous posez la question, c'est quoi ils font? Parce que pour secourir une victime, on n'a pas besoin forcément de plus de 3 personnes. Mais vous allez venir voir que les gens sont attroupés et ils sont en train de regarder la victime se tordre et puis après rendre l'âme et puis après ils vont aller, ça va être un sujet de causerie au niveau des maquis ou bien au niveau des grès d'été. L'autre chose aussi qu'il faut ajouter, c'est que c'est quoi? Quand quelqu'un a été victime d'un accident de la circulation, on dit que Dieu a donné, Dieu a repris. Alors que normalement, ça devrait nous révolter et nous dire, vous savez, le gars, il n'était pas malade, il n'avait pas mal à la tête, il n'avait pas mal au ventre, il n'avait pas le palu et il est décédé. Il faut qu'on se lutte, on se lève et qu'on se batte pour que ce genre de cas n'arrive pas. Mais pour le cas du Burkina Faso, que ce soit quelqu'un qui a fait la vitesse pour aller cogner, ou bien quelqu'un qui a utilisé son portable et puis aller cogner, ou bien quelqu'un qui a brûlé le feu pour aller cogner, nous on s'est dit, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est ça quand même qui est assez triste. Et pour terminer, c'est voir que les Burkinabés qui sont au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de problème à porter leur ceinture de sécurité, ils n'ont pas de problème à porter leur casque. Mais quand ils reviennent à Ouagadougou ici, ils se disent non, ici c'est Ouaga, je ne suis pas obligé de porter les casques, je ne suis pas obligé de porter la ceinture de sécurité. Donc c'est ça en fait qui me choque lorsque on est sur le terrain de la sensibilisation et on constate cela, que quelqu'un te dise non, quand je suis en Côte d'Ivoire, je porte ma ceinture de sécurité, il n'y a pas de souci. Ou bien quand je suis au Togo, je porte ma ceinture, mon casque et puis ça ne me gêne pas. Ou bien quelqu'un dit non, en France, vous n'avez pas le droit de brûler le feu. Maintenant, quand il est chez lui, il le refuse et il se dit ah car ici vous n'avez pas le même à mourir. Voilà, donc c'est un peu ça le constat, et le constat il est triste. Alors que nous on s'est dit en tant que patriotes, ce n'est pas forcément le fait de citer le nom de capitaine Ibrahim Traoré, c'est pas le fait de parler de Thomas Sankara, c'est pas le fait de porter le maillot du Burkina ou bien de dire la patrie ou la mort nous vaincrons. Non, le patriotisme c'est respecter son pays, c'est respecter les lois, les textes, les règlements, la constitution de son pays. Donc si tu respectes la constitution ou les lois d'autres pays et de ton pays d'accueil, mais tu arrives dans ton pays, tu foules aux pieds les lois de ton pays, je pense que ça c'est de l'incivisme et voilà, il faut trouver des solutions pour ça. Vous l'aviez dit tantôt, hein, dans d'autres pays par exemple, on remarque que les gens respectent les feux tricolores, mais au Burkina Faso, c'est tout autre chose. Hein. Malgré les feux tricolores, la police est là, les VADS sont là, mais malgré tout, certaines personnes se permettent de brûler le feu tricolore. Oui, j'ai discuté hier avec un policier de la circulation qui disait qu'il faut dire même déjà Dieu merci, parce qu'il y a quelques années de cela, 2014, 2015, c'était difficile d'interpeller un usager qui a brûlé le feu à Ouagadougou. Et puis moi, effectivement, quand je regarde, je vois qu'en 2016, il y a un policier qui a été renversé et puis tué, Doussungou Rasmane, je ne j'oublie pas son nom, parce que ça m'a tellement touché. Alors c'est pour dire que quoi, le Burkinabé est arrivé à un certain niveau d'incivisme où il faut taper, oui, fort, et soit dans la poche, ou bien peut-être faire comme ce qui est en train de se passer actuellement avec les travaux d'intérêt général, pour que tout le monde puisse marcher droit. Parce qu'on ne peut pas continuer dans un état. Puisque quand vous arrivez dans un pays, pour savoir si la population est disciplinée ou pas, il suffit seulement de regarder la manière dont les gens circulent. Mais au Burkina Faso, quand vous arrivez, l'adage qui dit que au Burkina Faso, on ne circule pas, on se feinte, c'était totalement vrai. Vous allez voir que les gens font excessivement la vitesse, c'est pas seulement les feux tricolores seulement, parce que les feux tricolores, moi-même, je n'en parle plus, parce que si le gars arrive seulement et il voit qu'il n'y a pas la police là-bas, il ne va pas s'arrêter. Voilà, il faut qu'il arrive, si c'est les VADS, ils s'en foutent. D'autres même souvent disent même que même c'est la police municipale, et ils foncent. Et c'est pourquoi moi je félicite ceux qui ont eu l'idée de doter les policiers municipaux d'armes. Parce qu'en ce temps, on s'est dit, bon,
si je passe, tu vas me faire quoi? Donc si on arrive à ce niveau d'incivisme, vraiment c'est très triste. Et peut-être que la solution serait aussi de rendre disponible le code de la route pour que tout le monde puisse apprendre le code de la route, puisse rendre accessible aussi le permis de conduire pour que tout le monde puisse faire le permis de conduire. On s'est dit que peut-être si tout le monde est informé sur le code de la route, peut-être que ça va pouvoir aller. Mais la question qu'on se pose, est-ce que tous ceux qui sont sur la route là, est-ce que eux tous, en tout cas, ils ne connaissent pas le code de la route? Je prends par exemple le cas des véhicules, parce que je sais que le permis est obligatoire pour ceux qui sont à véhicule, mais on voit qu'il y a des gens qui sont à véhicule et qui brûlent les feux tricolores, il y a des gens qui sont à véhicule qui manipulent leur téléphone en circulation. Donc, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment le fait de connaître les règles de la circulation routière qui font qu'on va les respecter? Voilà. Une brigade vient de voir le jour. Il s'agit de la brigade Labal. Elle est censée lutter contre toutes sortes d'incivisme. Qu'est-ce que vous attendez de cette brigade en matière de lutte contre l'insécurité routière? Alors, il faut saluer la venue de cette brigade-là, et ça a pris du temps même avant de venir. Parce que si nous, on est venu jusqu'à créer une association pour lutter contre tout ce qui est civisme, c'est parce que tout simplement, il y a quelque chose qui devait être fait. Donc si la brigade est venue, on attend d'elle beaucoup de sensibilisation, on attend d'elle aussi beaucoup de répression. Parce que les gens n'entendent pas seulement quand on les parle. Si on finit de les parler, il faut réprimer. Donc c'est ce qu'on attend vraiment de la brigade Labal. Et actuellement, on voit que la brigade Laval se déploie sur cette question d'assainissement. On va aussi demander à ce que la brigade Laval se déploie plus aussi sur le sujet de la sécurité routière. Parce que pour le moment, ce qu'on observe, c'est qu'on prend les gens et puis on les amène à les travaux d'intérêt général. On voudrait quand même qu'on sévisse davantage pour que les gens puissent savoir qu'on ne doit pas jouer en circulation. Parce que si on joue en circulation aussi, c'est la vie des gens qu'on est en train de perdre. C'est des Burkinabés qui sont en train de mourir. Et on ne peut pas continuer de perdre des gens au front et puis perdre des gens en circulation. Parce que pour la circulation, là, on peut éviter. Voilà. Donc, c'est un peu nos attentes que nous avons vis-à-vis de la brigade Laval. Et en matière de salubrité, qu'est-ce que vous attendez de la brigade Laval qui a commencé le travail sur le terrain? En matière de salubrité, c'est un travail vraiment formidable que nous, on voit sur les réseaux sociaux. Je vois que au niveau des caniveaux, ils demandent aux gens de curer les caniveaux. Au niveau des 6 mètres, ils demandent aux gens de ne pas verser l'eau dans les 6 mètres. Mais ça, c'est bien. Il faut aussi féliciter ça. Mais je voudrais aussi demander à ce qu'ils aillent loin. Vous savez, les bailleurs, quand ils construisent les maisons, beaucoup de bailleurs n'ont pas de puits perdu à l'intérieur de leur maison. Ce qui fait que quand les locataires arrivent, ils n'ont pas un endroit pour verser les eaux usées. Donc, conséquence, vous allez voir une maison de 4 portes et chacun des locataires est obligé de sortir au grand dehors pour jeter les eaux usées. Donc, conséquence, tout le 6 mètres est inondé. Donc, peut-être c'est de voir aussi avec les bailleurs et puis les contraindre à creuser des puits perdus à l'intérieur de leur maison pour permettre l'écoulement des eaux. Alors, et aussi, je voudrais dire aussi que ceux qui jettent les eaux usées, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les maisons, hein. Il y a les restaurateurs. Regardez à côté des restaurants, vous allez voir la plupart du temps, surtout ceux qui font la restauration traditionnelle, vous allez voir que quand ils finissent, pour laver les plats, les eaux des plats, c'est sur le goudron carrément qu'ils déversent. Peut-être que le phénomène ne se remarque pas trop à Ouagadougou ici, mais dans les provinces, vous allez voir que quand ils finissent de faire leur restauration, laver les plats, laver les marmites, c'est sur le goudron qu'on déverse. Alors que ce sont ces eaux-là qui creusent vraiment les nids de poules et tout. Maintenant, peut-être une idée aussi, c'est de dire, peut-être pourquoi pas dire à la commune de créer une loi et de dire que lorsqu'on construit une maison, sur les limites de notre parcelle, on doit faire par exemple creuser et prévoir par exemple des caniveaux pour faciliter l'écoulement des eaux. C'est possible qu'on prenne par exemple, la municipalité prenne une note ou bien un décret pour dire que à partir de telle année, à Ouagadougou ici, pour construire une parcelle, vous devez laisser devant votre porte un caniveau et chacun construit un caniveau devant sa porte et ça va comment on appelle ça, se lier et finalement on pourra facilement écouler les eaux de pluie. À côté de la sensibilisation et de la répression, la brigade Laval félicite ceux qui font de bonnes œuvres, comme au quartier 1200 logements. Votre réaction?
Alors, c'est ça en fait. C'est ce qu'on dit parce que la sanction n'est pas... Quand on dit sanction, la sanction peut être positive ou négative. Voilà, et quand la sanction est négative, il faut aussi qu'elle, de temps en temps aussi, elle soit positive. Parce que quand elle est négative, c'est parce que les gens n'ont pas bien agi. Mais il faut les sanctions positives aussi pour ceux qui ont bien agi. Même nous, quand nous on soit dans la sensibilisation, si on voit que quelqu'un a porté son casque, son enfant aussi a porté le casque, nous on peut trouver un t-shirt pour lui donner ou bien trouver en tout cas un cadeau pour l'encourager. Donc c'est ça en fait les sanctions. Les sanctions ne doivent pas être totalement négatives. À un moment donné aussi les sanctions doivent être positives. Donc nous on apprécie vraiment. Et actuellement il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas remarqué. Regardez, vous allez voir que même si la brigade Laval n'est pas partout, vous voyez que des gens prennent des mesures. Moi, j'ai vu des gens qui étaient en train de creuser des fosses septiques dans leur maison. J'ai vu aussi des gens des boutiquiers qui sont en train de curer la devanture de leur boutique. Mais la brigade Laval n'est pas passée là-bas. Mais c'est simplement le fait de voir que la brigade Laval a déjà fait des actions et puis peut-être on ne voudrait pas qu'un jour, quand la brigade Laval va arriver à notre tour, qu'on soit un peu gêné parce qu'on sort à la télé. Hein. Oui. Et c'est quelque chose que les gens n'aiment pas. On est bien filmé. On est bien filmé là. Donc, et puis on veut dire embarquer là-bas. Donc, les gens ne veulent pas ça. Donc, chacun prend des dispositions pour ne pas avoir à embarquer. Donc, déjà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer. D'accord. Votre association Zéro Goutte de Sang était également au lycée Philippe Zenda Kaboré pour soutenir l'initiative présidentielle face au Mebo. Comment ça s'est passé? Alors, il faut dire que nous, on s'est mobilisés. D'abord, c'est en 3 étapes. La première étape, on s'est mobilisé. On a fait quoi? C'est qu'on appelle... les gens ont cotisé 5 000, 1000 francs, 500, 100 francs. Et on a cotisé ensemble. On a pu avoir 5 tonnes de ciment qu'on est parti remettre. Ça c'est le premier jour, et en même temps net, quand on a fini, on a aidé à démouler les pavés. Et la deuxième fois, on est reparti là-bas un dimanche parce que nous on a une activité qu'on appelle un dimanche pour le Burkina Faso. Donc on est reparti encore un dimanche et toute la journée on a passé la journée là-bas pour servir de main d'œuvre au niveau de Faso Mebo. On a travaillé avec eux, on a dansé, on a chanté. Et après ça, on est reparti une 3e fois parce qu'actuellement, il y a ce qu'on appelle un camp vacances Faso Mebo et qui regroupe plus de 420 enfants. Donc, nous, on est reparti là-bas pour faire de la sensibilisation avec sur la sécurité routière. On a même offert quelques casques aux enfants. Ceux qui regardent, ceux qui ont les enfants à Faso Mebo peuvent témoigner. Donc, on a été là-bas pour faire la sensibilisation. Donc, c'est pour dire que toute initiative que nous, on peut accompagner, qui va dans le sens vraiment du civisme, de la citoyenneté responsable ou de la sécurité routière, nous, on accompagne sans hésiter. Et ce n'est pas seulement les initiatives présidentielles, même les particuliers, ceux qui font des festivals, qui font des activités lucratives, je vais dire de loisirs ou bien des activités récréatives ou culturelles. Quand ils nous invitent, nous, on n'hésite pas à aller donner notre contribution, apporter notre contribution pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de civisme, plus de citoyenneté responsable et plus de sécurité routière au Burkina Faso. Le 29 juin dernier, vous avez décidé d'assainir le centre de santé de promotion sociale CSPS de Nyoko 1. Comment s'est passée cette opération de salubrité? Alors, ces opérations de salubrité s'inscrivent dans une activité que nous, on appelle un dimanche pour le Burkina Faso. Ça veut dire qu'il y a des dimanches, on se décide d'aller dans un endroit que les gens ont jugé insalubre. Parce que vous avez la possibilité, si vous passez et vous voyez un endroit qui est insalubre, vous nous appelez. Et nous, on se mobilise le dimanche prochain, on part et puis on fait la sensibilisation. Pour le cas de Nyoko 1, c'était bien, c'était très bien. Le major était très content. On a fini, on est arrivé aux environs de 7 heures. À partir de 10 heures, on avait déjà fini de faire le nettoyage et c'était vraiment formidable. Et c'était pas le seul endroit, il faut le dire, parce qu'il y a eu le CSPS de Noncé, on a été là-bas aussi. On a été au niveau, il y a un espace public qui est juste derrière le 75e anniversaire. On a été là-bas, on a nettoyé. Et là-bas même c'était encore plus grave parce que c'était un gros dépotoir et on avait l'église à côté, on avait une école à côté, on avait encore des concessions. Ce sont ces images? Voilà, ce sont ces images en réalité. Ça, c'était à côté du 75e anniversaire. Si vous regardez derrière, c'est le mur du 75e anniversaire qui est là. Et donc, nous, on était là-bas parce que c'est un dépotoir qui est voilà, entre des concessions.
une école et puis une église. Donc on ne pouvait pas laisser le dépotoir comme ça. On a nettoyé, c'était propre. Et grâce à ces images, nous on a reçu un prix de Issa Khan, et pour nous dire vraiment merci beaucoup pour ce que vous faites. Et c'est ça, on va continuer. Et le 24 août à côté, le 24 août à venir, on sera au niveau de l'hôpital Yalgado pour faire aussi la même chose, nettoyer et puis en tout cas assainir le cadre. Parce que vous savez, le problème des CSPS, là, les malades sont là-bas. Les malades, ils séjournent, les patients, ils séjournent. Et quand ils séjournent là-bas, vous ne devez pas avoir ce qu'on appelle les gîtes larvaires des moustiques, parce que ça peut encore aggraver la situation. Vous venez avec un malade, mais le fait qu'il y a des moustiques à côté, vous-même accompagné là, vous risquez aussi de tomber malade encore ajouté. Et nous, notre objectif, c'est de travailler à éviter ça. Donc s'il y a des herbes, nous on vient de couper. S'il y a des sachets, on vient ramasser pour permettre en tout cas aux uns et aux autres de continuer de vivre tranquillement leur vie. Voilà. En complicité avec la régie, je pense que nous avons d'autres images. On va demander à la régie de nous envoyer quelques images. Vous allez procéder à un commentaire pour nous. Voilà, ça, je pense que ça c'était au niveau du 15. Non, ça c'était au niveau de la gendarmerie de Boulmougou. Voilà, on est passé au niveau de la gendarmerie de Boulmougou pour faire un nettoyage, parce que là aussi on avait une opération qu'on appelait coup de main aux forces de défense et de sécurité routière et de défense et de sécurité. Donc on partait aussi dans les casernes des militaires, des paramilitaires pour faire en tout cas du nettoyage. Donc ça c'était à la gendarmerie de Boulmougou. D'accord. Ouais, ça c'est toujours les images de la gendarmerie de Boulmougou. Moi je suis couché là-bas. Avec les drapeaux du Ça c'était à Tampuy. À Tampuy, c'était le curage d'un caniveau devant le commissariat de Tampuy, juste à côté de l'échangeur. Voilà, et c'était... Ouais, ça c'était au camp Cérès. Nous on était au camp Cérès pour le nettoyage du camp Cérès. Et c'est toujours dans le cadre de l'opération Un coup de main aux forces de défense et de sécurité. L'objectif c'est quoi? Parce que les forces de défense sont engagées sur le terrain des opérations. Donc ils ne sont pas forcément disponibles à Ouagadougou pour entretenir leur caserne. Donc dès que l'occasion, on a l'information que une caserne est un peu insalubre et qu'il y a des herbes seulement, on parle couper. Parce que quand il y a des herbes aussi, ce n'est pas la sécurité. Parce que ça, c'est par exemple, ce sont des herbes assez sèches. Donc, une fois qu'il y a un briquet passe là-bas seulement, ça va prendre feu et nous, en tant que citoyens, on doit en tout cas être interpellés. Et vous allez voir que sur l'image, il y a encore des policiers, il y a des civils. Et c'est ça encore, nous, on veut en fait. Il faut que les populations et les FDS se soudent, parce qu'actuellement, on a besoin vraiment que les deux, en tout cas, soient soudés pour qu'ensemble, on puisse aller vraiment à la victoire. D'accord. Voilà. Est-ce que votre association est ouverte à tout le monde? Si par exemple, des personnes souhaitent intégrer votre association pour promouvoir la sécurité routière, quelles sont les conditions? Il n'y a pratiquement pas de conditions. Ailleurs, on va vous dire que non, si vous voulez intégrer notre association, il faut payer les droits d'adhésion, il faut payer par mois. Non. Pour nous, c'est vrai que ça existe parce que nous, on a besoin d'argent pour fonctionner. Mais chez nous, ce qu'on met en avant, c'est vraiment la participation aux activités. Parce que nous, on a besoin vraiment que ceux qui viennent dans l'association-là soient des gens qui soient actifs. Vous allez voir que depuis le 4 août, nous, on est dans les carrefours de la ville de Ouagadougou. Chaque jour, on est dans les carrefours et on fait la sensibilisation. Donc, si ce sont des gens qui viennent payer pour simplement avoir leur carte, ça ne va pas être facile. Donc, chaque fois qu'on sort, on a au moins une cinquantaine de personnes qui sortent dans les carrefours pour faire la sensibilisation. Hier, à côté, nous étions au niveau de le carrefour de la résidence Alice pour la sensibilisation. Donc, on sera encore au niveau de Petrofa Ouaga 2000 demain. Donc, ça veut dire qu'on a besoin vraiment que les gens viennent. Donc, il n'y a pas de conditions. Que vous soyez burkinabé, que vous soyez non burkinabé, vous venez seulement, on commence nos activités, on montre les activités. Par exemple, quand il y a une activité, on publie dans le groupe WhatsApp de l'association et on vous dit il y a une activité tant à tant. Et on ouvre une liste, tous ceux qui sont disponibles s'inscrivent et le jour de l'activité, on se retrouve là-bas. C'est assez simple. Donc, il n'y a pas vraiment de particularité. Peut-être que Goulier seulement pour ne pas avoir un problème avec la loi.
Vous n'avez pas avoir un problème avec le pays aussi. Voilà. Et puis quand vous venez, on vous accepte vraiment à bras ouverts. Et ça veut dire aussi que si vous voulez aussi soutenir, voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez soutenir, parce que nous, on est en train de boucler les séances de sensibilisation à Ouaré ici, mais on veut aller dans le mois de septembre au niveau des Kaya pour faire la sensibilisation aussi. Donc, on a besoin de moyens roulants, on a besoin d'hébergement, on a besoin d'alimentation pour pouvoir aller. Et donc, si vous pouvez accompagner aussi, n'hésitez pas. Et le 24, nous, on sera à Yalgado, donc on aura besoin de râteaux, on aura besoin de balais, on aura besoin de coupe-coupe, on aura besoin aussi un peu de mouibongo après la séance de sensibilisation. Donc, si vous pouvez soutenir aussi, n'hésitez pas. D'accord. Et comment faire pour entrer en contact avec votre association? Alors, pour entrer en contact avec notre association, nous, on a une page Facebook qui est Zéro Goutte de Sang sur la route. On a un site internet aussi, www.zerogoutedesang.org. Voilà, on a aussi le numéro WhatsApp de l'association 66 42 04 47 plus 226 66 42 04 47. Et si vous nous écrivez seulement, c'est sûr que vous allez nous avoir. Et puis il y a mon profil personnel aussi que vous dites Mouni Koudougou. Voilà, vous allez nous trouver. Même sur TikTok, vous allez nous trouver aussi. On est partout. Okay. Voilà. Mouni Koudougou, nous sommes à la fin de l'entretien. Votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, ça sera de dire à tout le monde que le Burkina Faso a besoin de nous. Alors, que vous soyez enfant, que vous soyez adulte, que vous soyez vieux, le Burkina Faso a besoin de nous. Et là où vous êtes, il y a des problèmes. Voilà, c'est sûr que quand vous êtes dans une société, vous allez voir des problèmes dans votre société. Et si vous arrivez à détecter le problème, essayez d'apporter votre contribution à faire disparaître le problème. Ne soyez pas là à regarder et à dire que c'est le rôle de l'État à le faire. Chacun doit pouvoir apporter sa contribution. Nous, peut-être, on a vu que c'est la sécurité routière, on va travailler à réduire le nombre de tués. Mais vous pouvez voir autre chose. Ça peut être les violences faites aux enfants ou bien aux femmes. Ça peut être la lutte contre la pauvreté. Ça peut être la promotion de l'entrepreneuriat. Vous aussi, essayez de faire quelque chose pour apporter quelque chose à votre pays. Merci bien pour ce message et on espère que ce message est d'ailleurs bien passé. C'est tout pour aujourd'hui. Hein. Je rappelle à nos téléspectateurs et téléspectatrices que nous étions à un entretien avec Moumouni Koudougou. On l'appelle affectueusement Mouni Mouni. Il est le président de l'association Zéro Goutte de Sang sur la route. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est tout pour la rubrique invité du jour et nous allons accompagner notre invité avec ceci. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Nous sommes de retour sur ce plateau. Avant de clore l'émission, nous allons revenir sur la rubrique à la découverte de... Je rappelle que cette semaine, nous allons à la découverte du parc urbain à Bangalore. On va écouter une intervention et on revient. Il faut dire que l'histoire du parc urbain Bangalore remonte à la colonisation. Jadis, cet espace était la propriété du Mongo Naba. Et quand le colon est arrivé, il a voulu créer un climat similaire à celui de Paris, qui possédait à l'intérieur une forêt qu'on appelle Bois de Boulogne. Donc ils ont créé un centre de refuge en 1919, là où ils profitaient faire le sport et les activités récréatives, la chasse et autres à l'intérieur quand même de la ville de Ouagadougou.
Et en 1936, la forêt a connu le classement. C'est la période où le colon a classé un certain nombre de forêts, dont la forêt classée du barrage. Et en 1936, la forêt a été classée comme forêt classée et a pris le nom la forêt classée du barrage. Et après la décolonisation, l'administration forestière a pris la gestion de la forêt et la forêt a fait l'objet de dégradation avancée. C'était aussi un nid de bandits. Et comme c'était dans un centre urbain, on sentait la pression du fait que le politique avait quand même des intentions de changer la destination de la forêt. D'ailleurs, une partie de la forêt classée du barrage a été coupée et contribué au capital de l'hôtel Silimandé. Donc le triangle où l'hôtel Silimandé se trouve actuellement faisait partie de la forêt classée du barrage. Donc le service forestier, sentant le danger venir, ils ont dit, bon, comme c'est un nid de bandits et que c'est au cœur de la ville, il faut l'aménager, valoriser. Comme ça, la présence humaine va dissuader quand même l'utilisation malveillante de cette forêt. C'est en tout cas dans ce sens qu'en 1997, le ministère a aménagé la partie nord de la forêt classée du barrage qui fait 240 hectares sous forme de parc urbain, en mettant en place des infrastructures urbanistiques telles que les pistes, les routes, les restaurants, l'administration, les guérites et autres. Donc, en 1997, le ministère a aménagé la partie nord sous forme de parc urbain. Et en faveur de la décentralisation, le ministère a mûri encore la réflexion et le ministère a pensé que une forêt qui se trouve au cœur de la ville, c'est bien que la gestion soit au gestionnaire de la ville, évidemment, parce qu'il y a des questions telles que la gestion des déchets, il y a d'autres aspects qui relèvent des prérogatives de la commune. Donc, il était bien que la forêt qui est au cœur de la ville de Ouagadougou, que sa gestion revienne effectivement au niveau de la commune. Et c'est dans ce cadre qu'en 2001, il y a eu une convention entre le ministère de l'Environnement et la commune de Ouagadougou qui donnait effectivement la gestion du parc urbain Bangoyogo à la commune. Jusqu'à ce jour, c'est la commune qui gère. Et c'est le maire Simon Comporé qui a baptisé cet espace qui a été rétrocédé et ce qui a été mis en gestion au niveau de la commune de Ouagadougou, Bangoyogo, qui veut dire en langue morée la forêt où on acquiert en tout cas le savoir, là où il faut venir acquérir le savoir. Donc voilà en gros l'histoire du parc urbain Bangoyogo, pour dire que dès la genèse, c'était vraiment une entité qui relevait du Mongo Nava. Et d'ailleurs, ce volet est suffisamment pris en compte. Et actuellement, il y a toujours des rites sacrificiels et des hôtels sacrificiels qui se trouvent à l'intérieur du parc. Donc le parc urbain Bangoyogo, c'est un site sacré. Et on a des crocodiles qui sont sacrés et on a également des pitons qui sont des pitons sacrés à l'intérieur du parc urbain Bangoyogo. Il faut dire que le parc urbain Bangoyogo est fréquentable parce que la question sécuritaire est prise suffisamment en compte au niveau national. Les autorités au niveau national ont un œil très bien regardant sur le parc urbain Bangoyogo, mais pas que ça, au niveau local et même au niveau de l'administration du parc, des mesures sont prises pour que les visiteurs puissent venir effectivement au parc urbain Bangoyogo, profiter de ce que le parc urbain Bangoyogo offre et repartir en toute quiétude. Nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, c'est pour clore l'émission. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique pilotée ce matin par Marietta et Kokwaga. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h30 pour un nouveau numéro de votre émission dénommée Bonjour le Faso. On se dit bye bye et à très bientôt.